Mesdames et messieurs les députés et sénateurs, mesdames et messieurs les bâtonniers, à force d'entendre dire « Ah, vous aimez les avocats, ah, vous aimez les avocats », je vais finir par cesser de les aimer. Je pense qu'en 20 mois, je n'ai pas besoin de vous dire que je vous aime. Mais je pense qu'en 20 mois, cette longue et dense et intense fréquentation nous a permis de mieux nous connaître, de mieux nous apprécier aussi, j'espère, en tout cas pour ce qui me concerne. En tout cas pour moi, de mieux connaître la profession d'avocat dans sa complexité, dans sa disparité. Et j'ai toujours grand plaisir à venir devant vous, même si je sais à chaque fois que c'est extrêmement risqué, tant les dossiers sont nombreux, tant ils sont complexes, tant les difficultés se sont accumulées ces dernières années, et tant la relation aussi elle-même s'est distendue avec la puissance publique et a installé parfois aussi un réflexe de défiance. Mais il demeure que je continue obstinément à venir devant vous et reconnaissez que je vous fréquente dans la seule semaine, là, cette semaine, n'est-ce pas? Donc, voilà. Mais, donc, c'est vous dire que lorsque je vous dis que j'ai plaisir à venir devant vous, ça n'est pas une formule, ça n'est pas un exercice de style. Et lorsque me déplaçant dans les juridictions, je tiens à vous rencontrer, c'est parce que je veux vous montrer d'abord le respect que j'éprouve pour vous, mais aussi l'intérêt que j'ai à échanger avec vous, même lorsque cet échange est rapide. Cher Robert Badinter, Monsieur le ministre, c'est un risque supplémentaire que de m'exprimer en votre présence. Mais je suis ravie que vous nous ayez rejoints. Je veux d'emblée vous dire, Monsieur le Président de la Conférence des bâtonniers, que la qualité de relation que nous avons établie me sied parfaitement. Et je pense que nous continuerons à travailler ensemble comme j'ai pu travailler, et j'en garde un excellent souvenir, j'ai pu travailler avec l'ancien président de la Conférence des bâtonniers, Monsieur Forger, qui a rappelé effectivement que nous avions une disponibilité réciproque. Je travaille bien entendu tout à fait régulièrement avec le président du Conseil national des barreaux qui a failli s'installer à la chancellerie et qui sait que cela demeure sa maison malgré mes éventuels agacements. Non, bien entendu, monsieur le président du Conseil national des barreaux, vous êtes les bienvenus. Mais mesdames et messieurs les bâtonniers, je sais surtout quel rôle vous jouez. Je sais surtout l'importance de votre mission. Je sais ce que cela suppose pour la plupart d'entre vous à l'égard de vos cabinets respectifs. Je sais que c'est un effort que vous accomplissez en décidant pendant un mandat de vous mettre à la disposition de votre barreau, de vos confrères et des justiciables, et donc de l'œuvre de justice. Je sais tout ce que vous faites, tout ce qui vous incombe, l'organisation des permanences pénales, l'aide aux victimes, l'aide juridictionnelle et cette gestion et cette réorganisation dont je vais vous dire quelques mots tout à l'heure. Tout ce que vous faites sur la déontologie et tout ce qui vous incombe, responsabilité bien lourde. L'organisation et le contrôle des CARPA. Et il vous reste encore des tâches au-delà de tout cela. Je sais donc ce que représente votre action au quotidien pour nos barreaux et pour l'institution judiciaire. Je veux les saluer parce que je les salue en respect et en estime. Je pense que nous pouvons nous parler très clairement sur les sujets difficiles, le numérique par exemple, que vous avez évoqué à plusieurs reprises, l'aide juridictionnelle, il faudra que nous y venions, la gouvernance de la profession, parce que c'est vous-même qui m'en parlez depuis 20 mois. Et bien entendu, cette réforme judiciaire, dont je vais vous dire peut-être un peu plus précisément comment je l'aperçois pour celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas été à notre côté à l'UNESCO, mais je vous répète que vous étiez admirablement représentés, et cela déjà en amont, puisque vous étiez très, très actifs dans les groupes de travail. Sur le Conseil national des barreaux, bon, le décret, je l'ai trouvé là, il date de 1991, c'était sous Henri Nallet. Le décret définit le Conseil national des barreaux comme étant l'interlocuteur des pouvoirs publics, le représentant de la profession. C'est le décret donc qui fonde sa légitimité. Mais je vois bien que vous réfléchissez sur vos pratiques. De la même façon que vous réfléchissez sur vos pratiques d'avocat, vous réfléchissez aussi sur vos pratiques d'organisation de la profession.
Ce que je peux vous dire, c'est que moi, je suis à disposition pour tous les échanges que vous souhaitez, parce qu'à l'occasion, nous en parlons. Nous n'avons pas eu à poser très clairement la question de la gouvernance de la profession. Est-ce que la question se pose? C'est à vous de le dire. Si elle se pose, en quels termes la posez-vous? C'est encore à vous de le dire. Et si vous posez la question de la gouvernance, comment vous pensez y répondre? Donc ma disponibilité sera totale pour que nous y travaillions. Si vous estimez qu'il y a là un sujet, si vous définissez ce sujet, et si vous concevez la réponse à ce sujet. J'espère que c'est clair. J'ai entendu, mais oui, en 20 mois, j'ai entendu des débats sur un ordre national, j'ai entendu des débats sur une trinité, j'ai entendu des débats sur une représentation unique. Voilà, bon, il faut reconnaître que l'organisation paraît complexe lorsqu'on y vient pour la première fois. Mais pour moi, ce qui compte, c'est que vraiment votre profession soit représentée en ce qu'elle est. Et je n'ai pas le sentiment qu'elle ne l'est pas. Donc je ne pose pas de point d'interrogation pour ma part. Mais écouter une profession, c'est écouter, y compris ses interrogations, je ne vais pas dire ses opinions dissidentes, mais c'est écouter la profession. Donc, ce qui compte pour moi, c'est que vraiment la profession représente la profession. Je parlais tout à l'heure de 1000 métiers. Ce qui compte, c'est que aucun sujet n'échappe vraiment lorsque nous sommes en discussion avec la profession. C'est-à-dire que les avocats judiciaires, les avocats d'affaires, les jeunes avocats, les avocats qui agissent prioritairement sur le plan international, voilà, que toute la profession soit représentée. Voilà. Donc je n'ai pas l'impression en 20 mois que nous ayons raté des sujets, mais bien entendu, je suis à votre entière disposition si vous souhaitez qu'ensemble nous portions une réflexion à ce sujet. Un autre sujet compliqué avec vous, les avocats, depuis un moment maintenant, c'est celui de l'aide juridictionnelle. Pourquoi il est compliqué? Parce que cette aide juridictionnelle, ça fait 10 ans qu'on sait qu'il faut la réformer, qu'elle n'est pas réformée. En 2006, un rapport du Sénat disait que ce système est à bout de souffle et qu'il faut le réformer. Nous sommes en 2013. Je peux faire comme mes prédécesseurs récents. Parce que l'aide juridictionnelle, la politique d'aide juridictionnelle a été mise en place par Henri Nallet en 1991. Robert Badinter, qui est sous mes yeux, a fait des choses magnifiques et monumentales. Mais vous ne posez pas de questions sur les grandes œuvres qu'a fait Robert Badinter. Vous êtes d'accord avec l'abolition de la peine de mort? Vous êtes d'accord avec la suppression des tribunaux d'exception? N'est-ce pas? Cour de sûreté de l'État? Vous êtes d'accord avec toute une série de grandes belles choses. Et je peux vous dire qu'il est très actif sur la création du parquet européen. Et il a accompli toute une série de je ne dirais pas de mission parce qu'il n'a pas voulu que je le mette en mission. De son propre chef, il s'est déplacé dans plusieurs pays d'Europe. Il a travaillé avec la Commission et ça m'a considérablement facilité le travail parce que nous avons démarré en totale divergence avec le projet de la Commission. J'ai mis en place un dispositif avec ma collègue allemande et nous avons entraîné 14 pays sur un parquet européen tel que nous le concevions. Et grâce au travail qu'a fait Robert Badinter, nous avons engrangé une belle victoire puisque le projet qui a été déposé par la Commission n'obtient même pas de quoi faire une coopération renforcée. Donc c'est notre conception du parquet européen qui prévaudra. Voilà ce que fait, entre autres, encore aujourd'hui Robert Badinter. Merci, Monsieur le Ministre. Donc l'aide juridictionnelle. Je vais vous dire les choses très clairement. Nous n'avons pas réussi à avancer en 20 mois parce que nous n'avons pas vraiment réussi à travailler. Je pense, si vous en êtes d'accord, que nous osions ensemble explorer les choses, pour les jeter ensemble s'il le faut. Mais si vous acceptez que nous explorions les choses, je vous donne 2 exemples que j'ai rappelés encore hier.
l'exemple sur les droits d'enregistrement, qui fait partie des pistes que vous aviez suggérées. Lorsque j'ai fait travailler sur ces pistes, il est apparu qu'il y avait plus de 140 taxes qu'on appelle droits d'enregistrement. Et parmi ces 140 taxes, plus de 140 taxes, il y en a qui concernent des transactions qui relèvent d'artisans. Je pense que les avocats que vous êtes ne sont pas indifférents au fait qu'on taxerait une transaction sur un métier, en tout cas sur une catégorie de socioprofessionnels qui ont plutôt des revenus modestes. Mais il n'y a pas eu moyen d'aller jusque-là. Qu'est-ce qu'on prend dans les droits d'enregistrement? C'est juste il n'y a qu'à prendre sur les droits d'enregistrement. Donc ce que je vous demande, travaillons ensemble, explorons, allons dans le détail, quitte à jeter ensemble. Et une fois qu'on l'a éliminé, c'est fini. Je ne reviens pas 20 mois après dessus. Donc si vous êtes d'accord, je suis sûre qu'on va avancer. Je vous demande simplement, sur la base de ce que Habermas appelait l'éthique communicationnelle, considérez que chaque parti est de bonne foi et imposer à chaque parti de présenter ses meilleurs arguments. Si nous considérons chacun que chaque parti est de bonne foi et que chacun d'entre nous s'impose de présenter ses meilleurs arguments, je suis sûre que nous allons aboutir. Parce que quelle est mon ambition? Je l'ai affichée. J'espère y parvenir. Si je n'y parviens pas, c'est un échec qui va me rester en travers de la gorge, malgré tout ce que j'aurais réussi par ailleurs. J'espère y parvenir. Pourquoi c'est un échec que j'aurais du mal à assumer? Parce que pour moi, l'aide juridictionnelle, c'est un acte de solidarité. Et c'est pour ça que je veux construire une politique de solidarité autour de l'aide juridictionnelle. C'est un acte de solidarité que vous accomplissez, quel que soit le niveau de rémunération que votre président de CMB appelle d'indemnisation. Et je disais hier devant les avocats du droit de la famille que lorsque vous parlez d'indemnisation, vous avez une moue de mépris et que je comprends cette moue de mépris compte tenu de la valeur aujourd'hui des unités de valeur. Donc, ce que je vous demande, c'est de considérer que la puissance publique sait que c'est un acte de solidarité, que c'est un engagement de votre part lorsque vous acceptez d'intervenir dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Mais c'est un acte de justice sociale, parce que c'est un dispositif qui permet à des justiciables qui n'en ont pas les moyens d'accéder à la justice. Et lorsque j'ai décidé de supprimer le timbre de 35 €, et là aussi j'ai bataillé pendant 8 mois pour essayer de trouver les 55 millions d'euros qui allaient compenser la suppression de ces 35 €, j'ai bataillé pendant 8 mois, j'ai réussi en 1 semaine. Parce qu'il a fallu trouver. Alors, j'ai même trouvé 60 millions d'euros. J'en cherchais 55. Mais parce qu'il nous faut trouver de l'argent. Il nous faut trouver de l'argent. Je peux, moi, considérer que je n'ai qu'à chercher de l'argent à Bercy. Et si je cherche de l'argent à Bercy, je vais être à ce niveau-là. Et quelles que soient mes intentions et mes ambitions, je ne pourrai pas les mettre en œuvre. Voilà pourquoi je cherche de l'argent ailleurs. Et je ne m'en cache pas. Et j'ai dit très clairement que je cherche 300 millions d'euros, pas 60, 300. Pourquoi? Parce que j'ai affiché mes objectifs pour cette politique de solidarité de l'aide juridictionnelle. Premier objectif, relever le seuil de ressources. 924 €. Alors que le seuil de pauvreté est fixé à 969 €. Donc, j'ai l'ambition de pouvoir relever, au moins le placer au niveau du seuil de pauvreté. Deuxième objectif clairement affiché, élargir le champ des contentieux qui peuvent prétendre à l'aide juridictionnelle. Il y a des contentieux exclus, des contentieux qui peuvent toucher des justiciables modestes. Je pense à certains contentieux de la santé publique qui sont exclus. Je voudrais pouvoir les intégrer. Troisième objectif, être prêt, c'est-à-dire anticiper. Anticiper quoi? Depuis que je suis aux responsabilités, je vais au Conseil des ministres. Et le premier Conseil des ministres européens oui, ici, bien sûr, forcément, on est obligé. Mais au Conseil des ministres européens, on n'est pas obligé du tout. Et l'habitude a été, notamment ces dernières années,
de laisser l'ambassadeur de France représenter le ministre en Conseil des ministres. Moi, je vais au Conseil des ministres. Et depuis mon premier Conseil des ministres en juin 2012, j'ai changé la position de la France sur l'audition libre, sur la présence de l'avocat à l'audition libre. Voilà. Ce que vous réclamiez depuis 3 ans, je crois, parce que c'est un dossier qui était bloqué depuis à peu près 3 ans, qui était bloqué du fait de la position de la France, je l'ai débloqué le 8 juin 2012. Seulement, j'en tire les conséquences. La première conséquence, c'est que j'ai bataillé en Europe et obtenu que la Commission européenne travaille sur un instrument législatif d'aide juridictionnelle pour l'ensemble de l'Europe, parce que je leur ai dit, c'est bien joli d'ouvrir des droits, mais si les droits ne vont concerner que ceux qui ont les moyens de faire respecter leurs droits, on n'est pas dans une démocratie qui se respecte. Donc il faut créer aussi les moyens que les justiciables modestes puissent faire respecter ce droit. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement celui qui peut payer l'avocat qui puisse faire respecter ce nouveau droit de la présence de l'avocat à l'audition libre. Donc ça a été la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, j'ai fait calculer ce que ça coûterait potentiellement ici. Donc j'ai besoin de cet argent aussi. Parce que ce n'est pas la peine d'ouvrir le droit en Europe, de le transposer dans notre législation, ce que je vais faire très prochainement, puisque je l'ai déjà présenté en Conseil des ministres, la transposition de la directive, si au niveau de l'application, au moment de l'application, il n'y a pas d'argent pour que cette aide juridictionnelle intervienne dans le cas. C'est le dernier droit, il sera le dernier servi, donc c'est lui qui sera pénalisé. Donc anticiper, troisième objectif. Quatrième objectif, mais je ne vous les ai pas donnés dans l'ordre de priorité. Quatrième objectif, c'est effectivement relever l'unité de valeur. J'ai cette ambition-là. J'ai cette ambition. Parce que lorsque je dis que je comprends votre moue de mépris, c'est parce que j'estime, oui, que l'unité de valeur, qui d'ailleurs n'a pas été réévaluée depuis 2007, que l'unité de valeur doit être remontée. J'en suis persuadée. Donc lorsque je dis que ça n'est pas dans l'ordre des priorités, ça veut dire que je vous ai présenté ces objectifs. Moi, c'est mon obsession dans la construction de cette politique de solidarité, mais au niveau des arbitrages, si je n'arrive pas à trouver les 300 millions d'euros que je cherche désespérément, au niveau des arbitrages, il n'est pas dit forcément que je maintiendrai. Si le seuil des ressources, qui forcément a une action dynamique, si je n'ai pas la certitude sur le relèvement du plafond de ressources, je vais peut-être attendre un peu sur ce point-là, même si je voulais présenter en premier. Voilà, je voulais que les choses soient claires. Bon. Sur la démodulation, clarifions les choses. La démodulation, vous, vos représentants au Conseil national de l'aide juridictionnelle, par exemple, vos représentants disent très clairement qu'il n'y a pas d'éléments économiques qui justifient la différence de montant d'unité de valeur sur le territoire. Ah ben écoutez, c'est écrit. C'est écrit, c'est dans un rapport. Alors, attendez la suite, peut-être que ça va moins vous énerver. Il n'y a pas d'argument économique, il n'y a pas d'élément. Voilà. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien qui justifie qu'on n'ait pas les mêmes unités de valeur. Maintenant, le problème qui vous a énervé l'année dernière, et que je comprends, qui m'a bien énervé aussi d'ailleurs, c'est le fait d'avoir démodulé. Ce n'est pas le fait d'ailleurs d'avoir démodulé, mais c'est le fait d'avoir démodulé, pas complètement en bas, monsieur le bâtonnier, mais en tout cas pas en haut. Et c'est ça le problème. Et c'est aussi ça mon problème. Lorsque je dis qu'il est temps de revaloriser l'unité de valeur, c'est parce que mon problème, oui, c'est... Alors, on a des unités de valeur qui vont de 22 à 25 euros. On a démodulé à 23, je crois. Je vois des lèvres qui prononcent exactement le montant. Mais je ne sais pas lire sur les lèvres. Donc, moi, je sais, et je l'ai dit, si on avait démodulé à la hauteur de 25 euros, on aurait eu sans doute moins de... Vous auriez dit oui, quand même, vous auriez pu monter à 26, mais bon. Ce que je trouve légitime en plus. Je trouve légitime. Parce que je sais que vous faites un travail de même qualité lorsque vous êtes rémunéré par l'aide juridictionnelle que lorsque vous êtes rémunéré par des honoraires.
Donc voilà, je le pense profondément. Donc voilà, il n'y a pas de raison de vous payer 100 fois plus, si on peut, 100 fois moins. Donc si on peut vous payer juste 10 fois moins, c'est mieux. Voilà, donc la démodulation, je crois que c'est un sujet qui n'est plus un sujet. Simplement, c'est le niveau d'établissement de l'unité de valeur. Nous sommes d'accord là-dessus? Bon, donc nous engrangeons quelques accords. Je veux simplement qu'on y arrive vraiment profondément. Et je veux qu'on parvienne à construire cette politique de solidarité, parce que ce sera un vrai progrès social, ce sera un vrai progrès démocratique, et ce sera une vraie protection pour les justiciables. Donc vous m'avez reproché, Monsieur le Président, d'avoir interrompu la concertation. Je n'ai pas interrompu la concertation. Elle va reprendre très vite parce que M. Carapira me remettra ses propositions le 10 février. C'est la limite que je lui avais fixée, ce qui est assez impitoyable pour le travail que je lui ai donné, mais je ne veux pas que nous soyons pénalisés par le calendrier. C'est ce qui nous est arrivé l'année dernière. Que s'est-il passé l'année dernière? Ça faisait quand même 8 mois que j'essayais, avec la profession, de construire cette réforme de l'aide juridictionnelle. Le seul problème, c'est que moi, j'ai un calendrier auquel je n'échappe pas, c'est le calendrier de discussion budgétaire. Et c'est pour ça que pour les 35 €, pendant 8 mois, j'ai essayé de chercher et que j'ai gagné en une semaine, parce qu'en une semaine, j'étais complètement dans la seringue. Ou bien je n'arrivais pas à le faire, ou bien j'y parvenais. Mais j'étais dans un calendrier où le couperet tombait. Voilà. Donc, en une semaine, j'ai eu un peu plus d'imagination qu'en 8 mois. Ça arrive. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris acte du fait que nous n'avions pas réussi à avancer profondément. Dès que vous avez été élu à la tête du CNB, Monsieur le Président, je vous ai félicité immédiatement et je vous ai reçu aussitôt. Et vous m'avez fait part de votre intention de travailler très vite sur ce dossier. Dans les 48 heures, vous étiez à nouveau à la chancellerie. Et nous avons recommencé à travailler sur ce dossier. J'ai eu un moment de panique, ce n'est pas dans mon tempérament, hein. Donc ça veut dire que quand j'ai un moment de panique, je m'écoute. J'ai eu un moment de panique et je me suis dit, au moment où vous avez été élu, ça ne vous incombe pas, au moment où vous avez été élu, avec l'échéance du débat budgétaire, je me suis demandé si j'allais prendre le risque d'arriver, comme l'année précédente, à la veille d'un débat budgétaire sans avoir conclu quelque chose. J'ai décidé de ne pas prendre ce risque-là. Et c'est pour ça que j'ai demandé à M. Carapira de se charger, avec une plus grande disponibilité que moi, sinon, si on se voyait tous les matins, tous les jours, et 10 heures par jour, on pourrait le faire. J'ai donc chargé M. Carapira de prendre sur son temps pour faire le tour et voir comment, avec vous, on peut commencer vraiment à construire quelque chose. Voilà. Donc, ce n'est pas une suspension de concertation, c'est que j'ai voulu augmenter nos chances. J'ai mis une pression infernale sur M. Carapira, puisque je vous dis, je lui ai demandé ses propositions pour la mi-février. Donc, à partir du 10 février, je vais reprendre, sur la base des propositions qui nous sont faites, je vais reprendre la concertation, donc j'espère que vous avez fait place nette dans votre agenda. Donc, nous allons construire ensemble. C'est ma méthode, c'est la méthode que j'ai choisie. C'est la méthode que j'ai choisie. Je fais très attention à être respectueuse de vos prérogatives. Sur la formation, je suis, depuis juin 2012, la réforme que vous avez entreprise. Je la suis attentivement. Je suis à votre disposition, vous le savez, pour écouter vos initiatives. Ça a été le cas hier avec M. le bâtonnier Sûr, qui m'a fait part des initiatives qu'il lance au niveau du bâtonnat de Paris. Mais je vous écoute aussi attentivement et le CNB m'a fait connaître la réforme qui est en cours sur l'école de formation des avocats, des bâtonnats, du bâtonnat. Et votre EFB, c'est l'école des formations des barreaux, pardon. Ben oui, c'est pour tout le monde. Donc, la formation. Mais on en parle depuis juin 2012. Il y a eu une première résolution en juin 2012 et on a eu une nouvelle en juin 2013. Et vous avez prévu de réformer, d'instaurer un examen national. J'ai cru comprendre que les choses sont décidées maintenant.
Elles sont en train d'être décidées, je comprends. En tout cas, moi, je fais attention, j'écoute, mais je respecte vos prérogatives. Je ne fais pas d'ingérence. Pour moi, c'est vraiment une condition de respect mutuel. Donc, j'ai compris que vous êtes sur le point d'aboutir sur l'examen national, que vous envisagez une collaboration obligatoire. C'est bien ça, une collaboration obligatoire, parce que vous estimez, et moi aussi je le pense, que les avocats sortent bien formés en juristes accomplis, mais qu'il faut peut-être accélérer l'acquisition d'un certain nombre de pratiques professionnelles. D'accord ? Bon, nous sommes d'accord. Mais ça, en tant que de besoin, la chancellerie est à vos côtés. Mais c'est à vous qu'il appartient de le faire. Donc, sur toutes les réformes qu'il y a à faire, moi je suis respectueuse de vos prérogatives. Sur le numérique, pareil. À l'écoute, mais respectueuse de vos prérogatives. Et puis sur ce qui me revient, ma responsabilité, au sens où je devrais en répondre, moi, la réforme judiciaire, je renouvelle mes remerciements, mais évitant de consommer de l'énergie sur des intentions qui n'en sont pas. Qu'est-ce que c'est que cette obsession d'une réforme qui se ferait sans vous ? Vous y êtes jusqu'au cou depuis février 2013. Vous étiez dans tous les groupes de travail. J'ai fait, ceux d'entre vous qui étaient dans les groupes de travail savent que j'ai fait une restitution, contrairement, vous savez que tout le temps on me remet des rapports. Je reçois le rapporteur, l'auteur ou le chef de la mission. Pendant 1 heure, il m'expose des choses, il y a une remise de rapport et c'est fini. Enfin, c'est fini avec lui. Et puis après, moi, je travaille le rapport. Qu'est-ce que j'ai fait avec ces groupes de travail où vous étiez ? J'ai organisé une séance plénière de restitution. J'ai passé 2 heures et demie avec la totalité de chaque groupe pour que chaque groupe me présente, et c'est le groupe qui a organisé, qui a désigné celle ou celui qui présentait tel point du rapport, pour que chaque groupe me présente son rapport. 2 heures et demie en séance plénière de restitution. Je vous dis que vous êtes dedans jusqu'au cou. Vous étiez là pour la séance de restitution. Et donc, nous allons continuer. Vous étiez à l'UNESCO. Je vous reçois, je vous écoute. Et je vais méchamment vous rappeler 2 choses pour vous montrer à quel point je vous écoute. Vous savez ce qui vient. Vous n'étiez pas en charge. Le décret passerelle. Vous vous souvenez du décret passerelle ? C'est le premier sujet avocat dont j'ai entendu parler quand je suis arrivée. J'en avais entendu parler en tant que législateur. J'ai reçu le CNB, j'ai reçu Madame le bâtonnier, j'ai reçu Monsieur le Président de conférence, j'ai écouté et j'ai tenu compte. En discutant, reconnaissez que je discute avec vous. Vous savez, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. J'ai écouté. Et j'ai fait rédiger un décret conforme à ce que j'avais entendu. Et quand même, pour rappeler que lorsque je dis que j'ai une méthode de travail, j'illustre que je respecte moi cette méthode de travail. Donc j'ai fait rédiger un décret conforme à ce que j'avais entendu. J'aurais pu m'en tenir là. J'ai choisi de vous envoyer le projet de décret en consultation. Et surprise, vous n'êtes plus d'accord avec vous-même. J'aurais pu, de bonne foi, vous dire, écoutez, vous êtes gentil, mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait réécrire le décret. Mais en vous disant, j'estime que vous êtes meilleur juge pour votre profession. Et j'entends la qualité et l'exigence de vos réflexions. Mais j'attire votre attention sur une contradiction. Et vous le savez, la contradiction, je vous l'ai dite. Il faudra tôt ou tard qu'on la règle. Vous interdisez aux parlementaires et aux anciens ministres et aux anciens parlementaires en activité, je ne me rappelle même plus. Aussi ? Non. En tout cas, vous interdisez à ces parlementaires, législateurs, d'accéder, parce que la position que vous aviez développée lors de nos échanges, c'était de durcir l'accès.
c'est-à-dire d'imposer un niveau de diplôme, d'imposer un examen, d'imposer un stage de déontologie. Vous vouliez durcir les dispositions, ce que j'avais fait. Après, vous avez décidé d'interdire l'accès. Moi, ce que je vous ai dit, c'est que la contradiction, c'est que vous maintenez l'accès pour les anciens assistants parlementaires. J'entends un brouhaha que je n'arrive pas à déchiffrer. Mais je ne comprends pas comment les législateurs, parce que vous ne pouvez pas présumer que les assistants parlementaires qui ont d'incontestables mérites soient plus à même d'accéder à la profession d'avocat que les anciens parlementaires. Parce que même si les assistants parlementaires travaillent beaucoup, ce sont les parlementaires qui sont dans les commissions, ce sont les parlementaires qui sont dans l'hémicycle, ce sont les parlementaires qui défendent les amendements, ce sont les parlementaires qui portent les propositions de loi. Donc vous ne pouvez pas considérer que les assistants peuvent se réclamer de 8 ans d'expérience et accéder à la profession d'avocat, et que les parlementaires qui ont 8 ans d'expérience ne peuvent pas accéder à la profession d'avocat. Donc, ou bien vous mettez des conditions identiques, dures pour les deux, ou bien vous interdisez aux deux. Moi, c'est ma logique. Donc, j'ai fait le décret comme vous l'avez souhaité, mais je vous rappelle qu'il y a quand même ça de suspendu. Voilà. Bon, ça, c'était la petite séquence de malveillance, juste pour vous rappeler que parfois avocat varie et que la chancellerie est quand même très attentive. Mais cette réforme judiciaire, nous la ferons ensemble, parce que ce que je veux, c'est pas une réforme comptable. C'est pas une réforme comptable. Je ne vous demande pas simplement de me croire sur parole. Nous créons 500 emplois par an. 590 cette année. Donc ce gouvernement n'est pas dans une logique d'aller grappiller et récupérer des postes. Nous créons des emplois. Vous avez vu la campagne que j'ai fait mener l'année dernière et cette année pour arriver à trouver des candidats magistrats, des auditeurs de justice. Vous l'avez vu. Et cette année, grande victoire depuis plus de 10 ans, on n'avait pas atteint ce niveau. Tous les postes que j'ai ouverts ont trouvé preneur. L'année dernière, j'en avais ouvert qui n'avaient pas trouvé preneur. En tout cas, bon, il en manquait 64. Sur l'ancien quinquennat, il a été créé en moyenne, il a été ouvert en moyenne 180 postes, entre 80 et 120, une centaine de postes. Il fallait, pour affronter ne serait-ce que les départs à la retraite, il fallait en ouvrir 300 par an. Depuis l'année dernière, nous en ouvrons plus de 300 par an. 364, 420. Donc, je ne suis pas dans une logique d'aller chercher des postes. Je ne suis pas dans une logique comptable. Cette réforme judiciaire, je ne la fais pas pour récupérer des postes. Je ne la fais pas pour des économies. Le budget a augmenté et nous rationalisons. Qu'est-ce que ça veut dire rationaliser? Moi, je veux bien qu'on appauvrisse le dictionnaire français. Mais les mots ont un sens et un contenu. Ils ne peuvent pas nous faire peur tous. Je vais dire pourquoi je refuse des judiciarisations. Je vais dire. Je ne refuse pas le mot. Je refuse l'action qui consiste à déjudiciariser. Rationalisation. Je vais vous donner quelques exemples. Moi, j'ai besoin que les juridictions aient de la marge dans le budget. Je me bats pour un budget en augmentation. Mais que cette augmentation corresponde à de la marge pour de l'action de justice. Donc, lorsque je constate, par exemple, que nous avons des frais de gardiennage qui consistent à payer pendant des années des garages pour garder des épaves dont tout le monde a oublié l'existence, je me dis qu'on peut récupérer cet argent pour que les magistrats disposent de marge pour leurs frais de justice, pour faire appel à des experts, pour agir au quotidien. Lorsque je constate que l'État paie 2 fois le même service, je me dis il peut se contenter de le payer une fois. C'est le cas pour un certain nombre de frais médicaux qui sont dans nos frais de fonctionnement. C'est-à-dire qu'il y a des couvertures médicales qui sont assurées, et puis il y a quand même des frais médicaux qui sont payés par la juridiction. C'est ça pour moi rationaliser. C'est regarder partout où on dépense mal pour bien dépenser
Il ne s'agit pas de ne pas dépenser, il s'agit de bien dépenser. Lorsque je tourne dans les juridictions et qu'on me dit 80% des lettres recommandées avec accusé-réception reviennent et n'ont pas été réclamées. Bon, évidemment, solidarité entre services publics, la justice peut faire vivre la poste. Mais on peut dépenser différemment. Donc moi j'ai introduit dans la loi de simplification et de modernisation du droit et des procédures la possibilité de communiquer, voilà, la communication électronique, avec la préoccupation de sécuriser les procédures, donc de prendre toutes les précautions pour que ce ne soit pas une condition de nullité, mais nous allons, alors, vous pensez bien, le budget il est de combien? 58 millions d'euros. Franchement, si je récupère 80%, ce ne sera pas tout ça sans doute, 80% de 58 millions d'euros, c'est pas, je ne les récupère pas pour les donner à monsieur au budget. J'ai d'ailleurs prévenu le président de la République. Lorsque j'ai présenté mon projet de loi, je lui ai dit, oui, mais les économies faites par la justice sont pour la justice. Il m'a dit oui. Je lui ai dit, tu préviens Cazeneuve. Hein. Donc, si nous récupérons ça, d'abord, les fonctionnaires de justice ont un travail en moins, parce qu'ils font la lettre recommandée avec accusé-réception. Lorsque la lettre vient, il faut qu'ils fassent une lettre simple. Donc, c'est du temps pour nos fonctionnaires. Donc, on gagne de l'argent, on gagne du temps. Vous êtes contre cette rationalisation-là? Bon, voilà. La déjudiciarisation, pourquoi je la refuse? Je dis effectivement que le mot génère un malentendu. Parce qu'on croit qu'il s'agirait de traiter des contentieux hors du cadre juridique et hors du milieu judiciaire. Il n'est pas question de ça. Donc moi, je n'utilise pas le mot déjudiciarisation. Je dis simplement que pour certaines procédures, on peut regarder comment les choses vont se faire de façon à ce que ce soit plus efficace et moins coûteux pour les justiciables. C'est tout. Mais ça s'écrit ensemble. Ça s'écrit ensemble. Toutes ces préconisations, les scénarios qui vont partir dans les juridictions à partir de mi-février et pour lesquels les chefs de cour vont consulter les barreaux, toutes ces préconisations, voilà, je recueille des avis dessus. Nous avons suffisamment d'éléments, ce qu'on a vu pendant le débat national. Nous avons suffisamment d'éléments. Donc voilà, moi ce que je vous propose franchement, c'est de faire ensemble. J'aurais pu faire, l'exécutif a la prérogative d'écrire et de faire ces réformes. Qu'est-ce que nous faisons? Nous réouvrons des juridictions, nous ouvrons des maisons de justice et du droit, nous ouvrons des points d'accès au droit, nous multiplions les points d'accès au droit jeunes, nous ouvrons des points d'accès au droit dans les établissements pénitentiaires. Donc, au lieu de nous faire un procès d'intention sur la base des traumatismes des années passées, que je peux comprendre ces traumatismes, constatez quand même que la dynamique lancée par ce gouvernement, ça n'est pas une dynamique de fermeture, ce n'est pas une dynamique de réduction d'emploi, ce n'est pas une dynamique de suspicion, ce n'est pas une dynamique de réduction des droits de la défense. Je vous dis, je fais la transposition de la directive européenne. Vous savez que j'ai mis en place la mission BAUME de façon à anticiper la modernisation de notre enquête pénale pour qu'on ne dépende pas exclusivement, voilà, de machin, qu'on introduise du contradictoire dans l'enquête pénale. Donc, bon voilà, c'est quand même, voyez ça quand même. Ne m'obligez pas à venir vous le dire. Voyez ça. Donc, une fois que vous voyez ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça change complètement l'état d'esprit pour travailler ensemble. Parce que tant que vous êtes dans la suspicion, on n'est pas dans une relation libre. Et c'est la relation libre qui nous permet effectivement de mettre en œuvre ce que vous avez rappelé, Monsieur le Président, l'intelligence collective. Je l'ai défini hier, l'intelligence collective, telle que je l'entends. Pour moi, l'intelligence collective, ça n'est pas juste l'addition des savoirs. Ça n'est pas juste l'addition des compétences. Ça n'est pas juste l'addition des expériences et des réflexions. Pour moi, l'intelligence collective, c'est un art particulier qui permet de mettre ensemble tout cela. Mais de le mettre ensemble de façon à ce que ça s'entrelace, que ça s'entrechoque, que ça s'interpelle, que ça se féconde pour qu'il en sorte quelque chose de lumineux.
C'est ça l'intelligence collective. Mais cette intelligence collective, elle a besoin d'un champ libre. Le champ libre, c'est le temps que j'ai accepté de donner au groupe. Le champ libre, c'est la confiance que l'on a dans la relation. C'est ce champ libre qui permet effectivement à cette intelligence collective de se construire et d'émerger de façon lumineuse. Voilà ce que je vous propose. Sur tous les sujets que nous avons ensemble, voilà ce que je vous propose. Voilà, je ne vous propose pas d'aller dans une impasse. Je ne vous propose pas un chemin rocailleux. Je vous propose de tracer ensemble un chemin lumineux. Il sera lumineux parce que chacun d'entre vous va brandir une petite lampe. Voilà tout ce que je vous propose. En fait, je vous propose simplement de venir avec moi là où l'aventure garde les yeux clairs et là où la merveille agile fait flèche et feu de tout bois. Ça, c'est d'Aimé Césaire. Merci. 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 Conseil tuteur de la magistrature. Merci.